Au barbecue, ma sœur a dit, ton fils aura toujours besoin d'aide, puis Harry. Mon fils s'est arrêté de manger. J'ai dit, comme tes enfants qui ont besoin de mon aide tous les jours? Ma sœur s'est arrêtée en pleine bouchée. Je m'appelle Julie Mercier, une développeuse de logiciels de 42 ans et mère célibataire vivant dans une banlieue pavillonnaire tranquille. La sauce barbecue dans mon assiette a soudainement ressemblé à du sang. J'ai levé les yeux vers ma sœur, Amélie. Elle tenait un verre de vin, souriant comme si elle venait de raconter la meilleure blague du monde. Mais ce n'était pas une blague. Nous étions assis à la longue table de pique-nique dans le jardin de mes parents pour le barbecue du 15 août. Tout le monde était là. Mon fils de 15 ans, Alexandre, était assis à côté de moi. Il regardait son assiette en carton, essayant de se rendre invisible. Amélie a pointé sa fourchette droit sur lui. Sa voix était assez forte pour que les voisins l'entendent. « Oh, allez, Julie » a-t-elle dit en agitant la main avec dédain. Soyons réalistes. Alexandre sera toujours spécial. Il est limité. Un gamin comme ça aura toujours besoin d'être juste pour passer la journée. Puis elle a ri. C'était un son cruel et tranchant. J'ai attendu. J'ai attendu que ma mère dise quelque chose. J'ai attendu que mon père lui dise d'arrêter, mais personne n'a dit un mot. Ma mère a juste pris une gorgée de son thé glacé. Mon beau-frère a détourné le regard, examinant la clôture. J'ai senti Alexandre se raidir à côté de moi. J'ai vu son visage devenir rouge vif. Je l'ai vu retenir ses larmes. Il était trop grand pour pleurer en public. Il a laissé tomber sa fourchette. Le bruit du plastique a résonné dans le terrible silence. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je suis juste devenu complètement immobile. J'ai regardé ma sœur qui vivait une vie de riche que je payais secrètement, et j'ai réalisé que j'en avais fini. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Je m'appelle Julie Mercier, développeuse de logiciels de 42 ans. Je suis restée assise à la table de pique-nique, fixant la condensation qui coulait le long de mon verre. Le silence autour de nous était lourd, mais dans ma tête, c'était bruyant. C'était comme si les 20 dernières années défilaient devant mes yeux. Ce n'était pas nouveau. C'était le pire. La cruauté d'Amélie n'était pas une surprise. C'était une habitude. C'était une langue qu'elle me parlait depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. J'ai regardé ma sœur. Elle riait, penchant la tête en arrière, ses lunettes de soleil hors de prix perchées sur ses mèches parfaitement décolorées. Elle incarnait l'image du succès. Elle ressemblait à la gagnante, et elle me regardait comme si j'étais la perdante. En grandissant, c'était toujours la même histoire. Amélie était l'étincelante. C'était elle qui avait besoin des nouvelles robes, des cours de danse, de l'attention. J'étais Julie. J'étais la solide. Celle qui faisait ses devoirs, celle qui ne causait pas d'ennui, celle qui n'avait besoin de rien. Mes parents sont tombés facilement dans ce piège. Julie va bien, disait-il. Julie peut se débrouiller seule, mais Amélie a besoin de soutien. Ils ne réalisaient pas que ce soutien se transformerait en une vie entière d'assistanat. Quand nous sommes devenus adultes, le fossé entre nous n'a fait que se creuser, du moins en surface. Amélie a épousé Grégoire. Grégoire était un type sympa, beau, avec un emploi dans la vente qui semblait important, mais qui reposait lourdement sur les commissions. Ils ont acheté une grande maison dans un lotissement un peu trop cher pour eux. Ils ont rejoint le country club parce que les relations comptent. Ils louaient des voitures de luxe parce que l'image est tout. J'ai pris un chemin différent. Je me suis lancé dans le développement de logiciels. J'ai gardé la tête basse. J'ai vécu dans un petit appartement pendant des années, économisant chaque centime. J'ai lancé ma propre société de conseil à 28 ans. Je travaillais 18 heures par jour. J'ai construit quelque chose de réel. J'ai gagné beaucoup d'argent, une somme discrète mais substantielle, mais personne dans ma famille ne comprenait vraiment ce que je faisais. Pour eux, je travaillais juste sur des ordinateurs. Ça semblait ennuyeux. Ça semblait petit. Puis, Alexandre est né. Quand Alexandre a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, la dynamique de notre famille s'est figée dans le béton. Soudain,
je n'étais plus seulement la sœur ennuyeuse. J'étais la malchanceuse. J'étais celle qu'on devait plaindre. Je me souviens de la première fois où j'ai parlé du diagnostic à Amélie. J'étais terriblement vulnérable. J'étais mère célibataire à ce moment-là, le père d'Alexandre étant parti quand les choses sont devenues difficiles. J'avais besoin de ma sœur. Oh, Julie, avait-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur sucrée. Je suis tellement désolé. C'est juste dévastateur. Je ne peux pas imaginer avoir un enfant qui n'est pas, tu sais, tout à fait là. Ça doit être si dur pour toi. Elle n'a pas proposé de faire du babysitting. Elle n'a pas demandé ce qu'elle pouvait faire. Elle s'est juste placée au-dessus de moi. Elle avait des enfants normaux. J'avais un problème. Au fil des ans, le manque de respect est devenu un schéma. C'était subtil au début, puis c'est devenu flagrant. À Noël, elle comparait nos enfants constamment. Mon Corentin vient d'entrer dans l'équipe première de foot, annonçait-elle en ouvrant les cadeaux. Puis elle se tournait vers moi, les yeux écarquillés d'une fausse sympathie. Et comment va Alexandre? Il joue toujours avec ses. C'est quoi? Des Legos à son âge. Il aime l'ingénierie, disais-je doucement. Il construit des structures complexes. C'est ça, ricanait elle. Des Legos. Tant que ça l'occupe, j'imagine. Elle traitait Alexandre comme s'il était un jouet cassé. Elle lui parlait d'une voix forte et lente comme s'il était sourd ou stupide. Elle n'a jamais essayé de le comprendre. Elle n'a jamais vu son génie. Elle ne voyait que ce qu'il ne pouvait pas faire. Et pendant qu'elle me rabaissait, elle prenait mon argent. C'était le secret qui me brûlait l'estomac alors que j'étais assise à ce barbecue. La vérité financière était un nœud tordu qui nous liait ensemble. Cela avait commencé il y a 5 ans. Mon père avait eu un problème de santé et l'épargne retraite de mes parents en avait pris un coup. Il s'inquiétait pour Amélie. Amélie et Grégoire croulaient sous les dettes. Ils vivaient un train de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, essayant de sauver les apparences au country club et à l'école privée. Ma mère était venue pleurer dans ma cuisine. « Julie, tu dois nous aider », avait-elle supplié. « Amélie va perdre la maison. Les enfants, ils devront quitter leur école. Ça les détruirait. Tu sais à quel point Amélie est sensible. Elle ne peut pas gérer ce genre d'échec. Tu réussis si bien. Tu as tellement. Ne peux-tu pas juste aider un peu? J'aimais mes neveux et ma nièce. Je ne voulais pas qu'ils souffrent parce que leurs parents étaient irresponsables. Alors, j'ai accepté. Mais j'ai fait une erreur. Je ne leur ai pas juste fait un prêt. Je suis intervenu et j'ai tout réglé. J'ai commencé à payer les frais de scolarité des 3 enfants d'Amélie à l'institution Saint-Augustin. C'était une école privée d'élite. La facture était astronomique. Je la payais directement à l'école pour qu'Amélie n'ait pas à se soucier de la logistique. Puis ce fut l'allocation. Ma mère l'avait suggéré juste pour les aider avec les courses et l'essence jusqu'à ce que les commissions de Grégoire remontent. J'ai mis en place un virement permanent de 5 000 € par mois, chaque mois pendant 3 ans. Puis ce fut le country club. C'est bon pour les affaires, avait argumenté Amélie auprès de nos parents. Grégoire y rencontre des clients. Mais il ne pouvait pas payer les cotisations, alors je les ai payées. J'ai mis ça sur ma carte de crédit en paiement automatique. Je finançais sa vie entière. Je payais pour le statut même qu'elle utilisait pour me regarder de haut. Je conduisais une berline vieille de 5 ans. Je vivais dans une maison modeste dans un quartier calme. Je ne portais pas de marque de créateur. À nous regarder, on aurait cru qu'Amélie était la riche, et que je luttais. Et elle y croyait. C'était la partie la plus folle. Elle s'était convaincue qu'elle méritait cet argent. Elle n'a jamais dit merci, pas une seule fois. Dans son esprit, l'argent venant de moi était juste une ressource naturelle, comme l'eau du robinet. Elle pensait réellement qu'elle valait mieux que moi. Je me suis souvenu d'un déjeuner que nous avions eu il y a 6 mois. J'ai payé, bien sûr. Amélie se plaignait du service. « Tu devrais vraiment t'habiller mieux, Julie », avait-elle dit en picorant sa salade. « Tu as l'air si fatiguée. Et ce pull, on dirait quelque chose que maman porterait. Tu dois te mettre en avant. Peut-être que si tu essayais plus fort, tu pourrais trouver un mari comme Grégoire.
quelqu'un pour prendre soin de toi. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Je payais littéralement la salade qu'elle mangeait. Je payais les mèches dans ses cheveux. Je payais l'essence du gros SUV qu'elle conduisait jusqu'au restaurant. Et elle me disait que j'avais besoin d'un homme pour prendre soin de moi. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et pris l'addition. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je laissé cela durer si longtemps? Je me disais que c'était pour les enfants. Je me disais que c'était pour maintenir la paix pour maman et papa. Mais assise là au barbecue, regardant Alexandre fixer ses chaussures, j'ai réalisé la vérité. Je l'ai fait parce que j'essayais d'acheter leur amour. Je pensais que si j'étais assez utile, si je donnais assez, ils finiraient par me respecter. Ils finiraient par me voir. Mais ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient qu'un chéquier. Et ils ne voyaient pas du tout Alexandre. Ils voyaient une erreur. La chaleur du soleil de l'après-midi semblait suffocante. J'ai regardé autour de la table. Ma mère discutait avec Grégoire de golf. Elle ignorait l'insulte qu'Amélie venait de lancer à mon fils. Elle choisissait la paix plutôt que la protection. Elle choisissait Amélie comme elle le faisait toujours. J'ai regardé l'application de ma banque sur mon téléphone sous la table. J'ai vu le virement en attente prévu pour le 1er du mois. 5 000 €. Destinataire, compte chèque d'Amélie. J'ai senti une dureté froide s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la rage. La rage est chaude et désordonnée. C'était de la glace. C'était de la clarté. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais le paillasson. Il pensait que j'étais la mère célibataire avec l'enfant autiste qui avait besoin de leur pitié et de leur approbation sociale. Il n'avait aucune idée que je détenais les clés de tout leur royaume. Le barbecue continuait. L'air sentait le charbon de bois et la viande grillée, une odeur qui me rendait habituellement heureuse, mais aujourd'hui elle me retournait l'estomac. Amélie n'avait pas fini. Elle avait goûté au sang avec ce premier commentaire. Et puisque personne ne l'avait arrêtée, elle en voulait plus. Elle tenait court au bout de la table. Je dis juste, a continué Amélie, sa voix portant comme si elle était sur scène. Nous devons être réalistes quant à l'avenir. Ce n'est pas juste de donner de faux espoirs. Elle m'a regardé directement à nouveau. Julie, as-tu regardé les foyers de groupe? Pour quand il sera plus vieux. Les bavardages à table se sont à nouveau tus. C'était une ligne rouge. Même mon père avait l'air mal à l'aise. Il s'est raclé la gorge. Amélie, ne parlons pas de ça maintenant. Pourquoi pas? Amélie a haussé les épaules en prenant une bouchée d'œuf mimosa. Nous sommes en famille. Nous devrions pouvoir parler des choses difficiles. Je m'inquiète juste pour Julie. Elle va devoir le traîner comme un fardeau pour toujours. Il ne vivra jamais de manière indépendante. Il n'aura jamais un vrai travail. Il ne se mariera jamais. C'est une condamnation à perpétuité. Une condamnation à perpétuité? Elle a appelé mon fils une condamnation à perpétuité. À côté de moi, Alexandre s'est levé. Il a bougé brusquement, son genou heurtant le pied de la table. La limonade dans son gobelet a débordé. Je dois aller aux toilettes, a-t-il marmonné. Il n'a regardé personne. Il s'est juste tourné et a marché vite vers la porte arrière de la maison de mes parents. Ses épaules étaient voûtées jusqu'aux oreilles. Il marchait avec cette démarche raide et rapide qu'il utilisait quand il essayait de garder son calme. Je l'ai regardé partir. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux tranchants. Il est si sensible, a soupiré Amélie en levant les yeux au ciel. Tu le couves trop, Julie. C'est ça le problème. Il a besoin de s'endurcir. Le monde ne sera pas gentil avec lui. C'est toi qui n'es pas gentil avec lui, ai-je dit. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Elle était très basse, très stable. Amélie a ri. Je suis la seule à être honnête. Tous les autres marchent sur des œufs. Je dis juste ce que tout le monde pense. Je me suis levé. Excusez-moi. Je me suis éloigné de la table. Je n'ai pas couru. J'ai marché calmement vers la maison. Je pouvais sentir leurs yeux dans mon dos. Je pouvais entendre Amélie marmonner quelque chose sur le fait que j'étais dramatique. Je suis entré dans la maison fraîche et sombre.
J'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis où Alexandre allait habituellement se cacher pendant les réunions de famille. La porte était fermée. J'ai frappé doucement. Alexandre, chérie, c'est maman. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai ouvert la porte. Alexandre était assis par terre dans le coin entre le lit et le mur. Il avait son casque anti-bruit sur les oreilles. Il se balançait d'avant en arrière rythmiquement. Son visage était mouillé. Il ne faisait pas un bruit, mais les larmes coulaient sur ses joues. Je me suis assise par terre à côté de lui. Je ne l'ai pas touché tout de suite. Je savais qu'il avait besoin d'espace quand il était en surcharge. Je suis juste resté là, une présence. Après quelques minutes, il a enlevé le casque. Il m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé. Sa voix était petite et brisée. « Est-ce que quoi est vrai, bébé ? Que je suis un fardeau ? Que je suis cassé ? » J'ai ressenti une douleur physique dans ma poitrine, aiguë et agonisante. « Non, non, Alexandre. Tu n'es pas un fardeau. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es intelligent, gentil et brillant. » Tante Amélie dit que je suis limité, a-t-il dit en fixant le tapis. Elle dit que je ne ferai jamais rien de vrai. Et Amélie a tort, ai-je dit fermement. Elle ne te connaît pas. Elle ne connaît pas le concours de codage. Elle ne sait pas que tu as construit un serveur entier tout seul. Elle ne te voit pas, elle se moque de moi, a-t-il chuchoté. Ils rient tous. C'était ça. C'était le moment où le dernier fil de l'obligation a cédé. J'ai regardé mon fils. J'ai vu la douleur que ma famille, ma propre chair et mon sang, lui avaient infligée. Il le faisait avec désinvolture. Il le faisait pour le sport. Il le faisait tout en mangeant de la nourriture que je payais, dans un style de vie que je subventionnais. J'avais passé des années à essayer d'être la bonne sœur et la bonne fille. J'avais ravalé ma fierté. J'avais fait l'échec. J'avais arrondi les angles. Je pensais que je maintenais la famille unie, mais je ne maintenais pas la famille unie. Je finançais mon propre abus. Je l'ai payé pour blesser mon fils. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais complice. En leur donnant de l'argent, je leur donnais le pouvoir de nous dominer. Je validais leur illusion qu'ils étaient supérieurs. J'ai essuyé une larme sur la joue d'Alexandre. « Écoute-moi, Alexandre, ai-je dit. C'est la dernière fois. Je te le promets. C'est la dernière fois que quelqu'un dans cette famille te fait ressentir ça. » Il m'a regardé, confus. « On doit partir ? » « Non, ai-je dit, un calme froid m'envahissant. On ne doit pas partir. Nous allons finir le barbecue, mais les choses vont être différentes. » « Comment ? » « Parce que j'ai fini de les aider, ai-je dit. Je me suis levé et je lui ai tendu la main. « Lave-toi le visage. Remets ton casque si tu veux. Tu peux rester ici et jouer sur ta tablette. Je reviendrai te chercher dans un petit moment. »« D'accord. »« D'accord, » a-t-il dit. Je suis entré dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air de la même personne qu'il y a 10 minutes, une femme dans une simple robe d'été bleu marine avec les cheveux tirés en queue de cheval, mais je n'étais plus la même. Celle qui voulait plaire à tout le monde était morte. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai vérifié le signal. Il était fort. Je suis sorti de la salle de bain et je suis allé dans le bureau, qui était vide. Je me suis assise au vieux bureau de mon père. J'ai ouvert ma sacoche d'ordinateur, que je portais toujours avec moi pour les urgences professionnelles. J'ai ouvert l'ordinateur portable. L'écran brillait d'un bleu pâle dans la pièce sombre. Je me suis connecté à mes emails. Je me suis connecté à mon portail bancaire. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient stables comme de la pierre. Je ressentais un étrange sentiment de détachement. C'était comme si je pratiquais une chirurgie. J'extirpais une tumeur. Cela devait être précis. Cela devait être complet. Je pouvais entendre le rire d'Amélie venant du jardin. C'était un caquetage aigu. Elle racontait probablement une autre histoire sur la dureté de sa vie ou combien c'était épuisant de gérer les entrepreneurs pour la rénovation de sa cuisine. Une rénovation que je payais. J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps.
J'ai fixé le tableur que j'avais créé il y a des années, intitulé le soutien famille. J'évitais généralement de regarder le grand total parce que cela me donnait la nausée, mais aujourd'hui je me suis forcé à regarder. Les chiffres étaient crus. Ils étaient noirs sur blanc. Ils ne mentaient pas. Frais de scolarité institution Saint-Augustin, 30 000 € par an et par enfant. 3 enfants, cela faisait 90 000 € par an. Je payais depuis 4 ans. Cela faisait près de 360 000 € juste pour l'école. J'ai pensé aux emails que je recevais de l'école. Merci pour votre paiement rapide, mademoiselle Mercier. Ils savaient qui payait les factures, mais sur l'annuaire de l'école, Amélie et Grégoire étaient listés comme mécènes. Ils allaient au gala. Ils s'asseyaient aux tables VIP. Je n'étais même pas invité à la collecte de fonds de l'automne dernier. Amélie avait dit que c'était réservé aux couples et qu'elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise. J'avais payé la table à laquelle elle était assise. J'ai fait défiler vers le bas. Allocation de soutien mensuel, 5 000 € par mois, 36 mois, 180 000 €. Cet argent était censé être pour les produits essentiels. Mais je savais où il allait. Je voyais l'Instagram d'Amélie. Il partait dans des voyages à Saint-Tropez. Il partait dans les nouveaux sacs à main de créateurs qu'elle affichait. Il partait dans le botox et les journées au spa. Elle appelait ça prendre soin de soi. J'appelais ça du vol par culpabilité. Elle m'avait dit une fois, Julie, l'argent n'est tout simplement pas si important pour toi. Tu es une personne simple. Tu n'as pas besoin de choses comme moi. Je suis une esthète. J'ai besoin de beauté autour de moi pour fonctionner. J'avais hoché la tête à l'époque, me sentant vaguement honteuse de ma simplicité. Maintenant, en lisant ces chiffres, je réalisais à quel point cette déclaration était manipulatrice. Elle avait présenté ma responsabilité financière comme un manque de goût et sa cupidité comme une sensibilité raffinée. J'ai fait défiler plus loin. Adhésion au country club, 15 000 € de frais d'inscription, 800 € de cotisation mensuelle. Note de bar et minimum de restauration, moyenne de 500 € par mois. J'ai regardé le dernier débit sur mon relevé de carte de crédit. Country Club du domaine des Chênes, 450 €. C'était le week-end dernier. Ils étaient allés au brunch du dimanche. Je n'étais pas invité à ça non plus. J'avais tenu un registre secret de ma propre exploitation. Et le pire, c'est que je l'avais gardé secret pour protéger leur fierté. Je n'avais jamais dit à Grégoire que je payais les frais de scolarité. Amélie m'avait fait promettre. Grégoire est si fier, avait-elle dit. S'il savait que sa belle-sœur payait l'école des enfants, ça l'écraserait. S'il te plaît, Julie, laisse-le penser que je gère ça avec mon héritage de grand-mère. Grand-mère nous avait laissé 5 000 € chacune. C'était parti en une semaine. Donc, Grégoire se promenait en pensant qu'il fournissait cette vie somptueuse. Il se pavanait au barbecue en parlant du marché et de ses investissements. Il vivait dans un monde imaginaire entièrement construit sur mon compte bancaire. Et mes parents, ils savaient. Ils savaient pour les frais de scolarité. Ils savaient pour l'aide mensuelle, mais ils choisissaient de l'oublier. C'était incommode pour eux de reconnaître que leur enfant chéri était un échec financier et que leur fille ennuyeuse était la sauveuse. S'ils le reconnaissaient, ils devraient me traiter avec respect, et cela bouleverserait l'ordre familial. Le total au bas du tableur était stupéfiant. Au cours des 5 dernières années, j'avais donné à ma sœur près de 3/4 de million d'euros. 700 000 €. J'aurais pu acheter une plus grande maison. J'aurais pu créer un fonds de placement pour Alexandre. J'aurais pu prendre ma retraite plus tôt. Au lieu de cela, j'ai acheté une fausse vie à Amélie. Et en retour, elle se moquait de mon fils. Elle lui disait qu'il était cassé. Elle disait au monde qu'il ne valait rien. La transaction était terminée. Le compte était clos. J'ai senti une poussée d'adrénaline. Ce n'était pas de la peur. C'était du pouvoir. Pendant des années, j'ai eu l'impression de ne pas avoir voix au chapitre dans cette famille. Mais j'avais la voix la plus forte de toutes. Je ne l'avais juste pas utilisée. L'argent est un langage et j'étais sur le point de hurler. J'ai ouvert un nouveau brouillon d'email. Destinataire, Bureau des admissions Institution Saint-Augustin. Copie, Service comptabilité. Objet, résiliation du parrainage des frais de scolarité, les enfants Miller.
J'ai tapé rapidement. Mes doigts volaient sur les touches. Je n'avais pas besoin de brouillon ou d'édition. Les mots étaient prêts. À qui de droit, je vous écris pour vous notifier formellement que moi, Julie Mercier, ne serai plus responsable des paiements de scolarité pour Corentin Miller, Sarah Miller et Bastien Miller, avec effet immédiat. Veuillez annuler tous les paiements automatiques associés à mon compte bancaire se terminant par 4590. Ne traitez pas les frais de scolarité du semestre à venir, dont le prélèvement est prévu lundi. Veuillez adresser toutes les futures factures et communications financières aux tuteurs légaux des enfants, Amélie et Grégoire Miller. Je n'ai plus aucune obligation financière concernant leur inscription. Cordialement, Julie Mercier. Je l'ai relu une fois. C'était froid. C'était professionnel. C'était définitif. J'ai passé ma souris sur le bouton envoyer. Si j'envoyais ça, les retombées seraient nucléaires. Les enfants seraient probablement renvoyés dans le mois si Amélie et Grégoire ne pouvaient pas payer. Et je savais qu'ils ne pouvaient pas payer. Ils n'avaient pas 30 000 euros. Ils n'avaient probablement pas 3 000 euros. J'ai pensé à mon neveu Corentin. C'était un gentil garçon, bien qu'il commençât à agir comme un enfant gâté, comme sa mère. Était-ce juste de le punir? Puis j'ai entendu la voix d'Amélie dériver à nouveau par la fenêtre ouverte. C'est juste dur d'avoir une connexion avec Julie, disait-elle. Elle est tellement aigrie. Je pense qu'elle est jalouse de ma vie, honnêtement. Elle voit à quel point nous sommes heureux, à quel point notre famille est normale, et ça la ronge. Jalouse? Elle pensait que j'étais jalouse. J'ai cliqué sur envoyer. Le petit bruit de l'email partant était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Je n'avais pas fini. J'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allé au virement programmé. J'ai sélectionné Amélie soutien mensuel 5 000 euros. J'ai cliqué sur annuler la série. Êtes-vous sûr? A demandé l'application. Oui. Supprimer. Je suis allé sur le portail de ma carte de crédit. J'ai sélectionné les utilisateurs autorisés. J'ai trouvé Amélie Miller et Grégoire Miller. J'ai cliqué sur supprimer l'utilisateur. Carte annulée immédiatement. Je suis allé sur le site web du Country Club du domaine des Chênes. Je me suis connecté au portail membre en utilisant l'identifiant que je payais mais n'utilisais jamais. Je suis allé à la facturation. J'ai supprimé mes informations de carte de crédit. Je les ai remplacées par l'adresse de facturation de la maison d'Amélie, laissant le champ de paiement vide. Il recevrait une facture par la poste le mois prochain, une facture qu'il ne pourrait pas payer. Cela m'a pris 12 minutes. En 12 minutes, j'ai démantelé toute l'infrastructure de la vie d'Amélie. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je l'ai remis dans mon sac. Je me suis levé et j'ai lissé ma robe. J'ai vérifié mon visage dans le reflet de la fenêtre. J'avais l'air calme. J'avais l'air en paix. Je suis retourné dans le jardin. Le soleil commençait à se coucher. Les lucioles sortaient. Amélie mangeait une part de tarte au citron. Elle a agité sa fourchette vers moi quand je suis sorti. « Oh, la voilà !» a-t-elle crié. « Tu sors enfin de ta grotte. Viens prendre de la tarte, Julie. Ne sois pas si rabat-joie. » J'ai souri. C'était un sourire sincère. C'était le sourire de quelqu'un qui connaît un secret. « Non merci, Amélie », ai-je dit légèrement. Je n'ai pas faim. Je me suis assise à côté de ma mère. « Est-ce qu'Alexandre va bien ?» a demandé maman doucement, l'air coupable. « Il va bien », ai-je dit. « Il regarde un film. » Amélie ne le pensait pas, a chuchoté maman. « Tu sais comment elle est. Elle parle juste sans réfléchir. Ne garde pas de rancune, Julie. Ça ruine la dynamique familiale. » Je ne garde pas de rancune, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas en colère du tout. Et je ne l'étais pas. La colère s'était évaporée. Elle avait été remplacée par l'anticipation. Je regardais Amélie rire à quelque chose que Grégoire disait. Elle avait l'air si à l'aise. Elle avait l'air si en sécurité. Elle n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds avait déjà disparu. Elle tombait et elle ne le savait même pas encore. J'ai pris une gorgée de mon thé glacé. Il avait un goût sucré. « Alors » a dit Amélie en me regardant,
qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur si longtemps? Tu travaillais même un jour férié? Mon Dieu, tu as vraiment besoin d'avoir une vie, Julie. Je m'occupais juste d'un peu d'intendance, ai-je dit. Je nettoyais de vieux désordres. Ennuyeux, a-t-elle chanté. Peut-être, ai-je dit, mais nécessaire. Je suis resté là encore 1 heure. J'ai regardé le soleil se coucher. Je les ai écoutés parler de leurs prochaines vacances à l'île de Ré, des vacances qu'ils prévoyaient de mettre sur la carte de crédit que je venais d'annuler. J'ai écouté Grégoire se vanter de la façon dont il allait améliorer ses clubs de golf. J'ai écouté Amélie dire que Corentin avait besoin d'un tuteur pour les maths, mais seulement le meilleur, évidemment. J'ai écouté et je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. L'email était dans la boîte de réception du directeur des admissions de Saint-Augustin. Le virement bancaire avait été arrêté. La carte de crédit était morte. Lundi matin allait être très, très intéressant. Viens, Alexandre, ai-je appelé quand il fut temps de partir. Alexandre est sorti de la maison, son casque autour du cou. Il avait l'air las. Il est resté près de moi. Dis au revoir à tante Amélie, a insisté ma mère. Alexandre a regardé Amélie. Il n'a rien dit. Le chat a mangé ta langue, a taquiné Amélie. Peu importe. Salut, gamin. Essaie d'être plus sociable la prochaine fois. J'ai mis mon bras autour de l'épaule d'Alexandre. J'ai senti sa tension. On part, ai-je dit. On se voit au dîner dimanche, a demandé maman. On verra, ai-je dit. Nous avons marché jusqu'à ma voiture, ma berline raisonnable de 5 ans. Nous sommes montés. J'ai démarré le moteur. Tu le pensais vraiment, a demandé Alexandre alors que nous sortions de l'allée. Que tu as fini de les aider? Je le pensais vraiment, ai-je dit. Qu'est-ce qui va se passer? Des conséquences, ai-je dit. La vraie vie va arriver. Je nous ai ramenés à la maison. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas senti le poids lourd de l'effroi dans mon estomac. Je me sentais légère. Je suis allé dormir cette nuit-là et j'ai dormi comme un bébé. Je savais que la tempête arrivait. Mais pour la première fois, je n'étais pas celle qui se tenait sous la pluie. J'étais celle qui regardait par la fenêtre. Lundi matin est arrivé avec un lever de soleil faussement calme. Je me suis réveillé à 6h30, comme je le faisais toujours. J'ai fait du café. J'ai préparé à Alexandre son porridge préféré. J'ai fait son déjeuner. Ma routine était exactement la même, mais l'air dans la maison semblait différent. Il semblait plus propre. J'ai déposé Alexandre à l'école. Il semblait plus léger aujourd'hui aussi. Peut-être qu'il sentait que quelque chose avait changé, même s'il ne comprenait pas la mécanique de la chose. Je suis retourné chez moi à mon bureau. J'avais du vrai travail à faire. Des codes clients à vérifier. Une réunion Zoom à midi, mais je ne pouvais pas me concentrer. J'étais assise là avec mon téléphone sur le bureau à côté de moi, écran vers le haut. J'attendais. Cela n'a pas pris longtemps. À 9h15, le téléphone s'est allumé. Amélie. Je l'ai regardé sonner un instant. J'ai pris une gorgée de mon café. Puis j'ai décroché. Allô, ai-je dit. Ma voix était calme. Julie. La voix d'Amélie était suraiguë, frisant le hurlement. Elle respirait fort comme si elle avait couru. Tu dois appeler la banque tout de suite. Il y a eu une sorte d'énorme erreur. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé en m'appuyant contre le dossier de ma chaise. Je suis à l'école, a-t-elle dit. Je pouvais entendre l'écho du couloir administratif en arrière-plan. Je viens de déposer les enfants et l'économe, Madame Gable, m'a prise à part. Elle a dit que le paiement des frais de scolarité pour le semestre a été refusé. Elle a dit que le parrainage a été annulé. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire par d'accord, a hurlé Amélie. Ce n'est pas d'accord. C'est embarrassant. Je suis debout ici dans le bureau et les gens me regardent. Tu dois réparer ça immédiatement. Appelle-les et dis-leur que c'était une erreur. Donne-leur le numéro de carte à nouveau. Ce n'était pas une erreur, Amélie, ai-je dit. Il y eut un silence à l'autre bout. C'était un silence stupéfait et épais. Quoi, a-t-elle chuchoté. J'ai annulé les paiements, ai-je dit.
J'ai parlé lentement et clairement pour qu'il n'y ait aucun malentendu. J'ai envoyé un email vendredi soir. Je ne paie plus les frais de scolarité des enfants à Saint-Augustin. Tu quoi? Sa voix tremblait. C'est une blague? Parce que ce n'est pas drôle, Julie. Le semestre commence aujourd'hui. Ils ne les laisseront pas entrer en classe si le sol n'est pas réglé. Je sais, ai-je dit. C'est comme ça que marchent les écoles privées. Mais pourquoi? Elle semblait sincèrement déconcertée. C'était ça le truc avec Amélie. Elle était si profondément ancrée dans son sentiment que tout lui était dû, que l'idée que je dise non ne lui venait même pas à l'esprit. Tu ne peux pas juste faire ça. Tu as promis. Je n'ai pas promis une réserve d'argent à vie, ai-je dit. Je t'ai aidé quand tu étais en crise, mais la crise est passée. Toi et Grégoire avez eu des années pour vous remettre sur pied, et au lieu de vous remettre sur pied, vous êtes resté debout sur mon cou. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle claqué, sa colère revenant. Nous sommes une famille. Tu as plein d'argent. Pourquoi fais-tu ça aux enfants? C'est cruel, Julie. C'est tellement mesquin. Ce n'est pas mesquin, ai-je dit. C'est une réallocation de ressources. Réallocation? Elle a ricané. Tu parles comme un robot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'investis dans des choses qui comptent pour moi, ai-je dit. Et financer le style de vie de quelqu'un qui harcèle mon fils autiste n'est plus sur ma liste. Oh mon Dieu, a-t-elle gémi. C'est à propos du barbecue? Tu es sérieuse, Julie? C'était une blague. Tu es tellement sensible. Tu ruines l'éducation de mes enfants parce que tu ne sais pas prendre une blague. Ce n'était pas une blague pour Alexandre, ai-je dit. Et ce n'était pas une blague pour moi. Bien, a-t-elle crié. Bien, je suis désolé. C'est ce que tu veux? Je suis désolé d'avoir blessé tes sentiments. Maintenant répare les frais de scolarité. Non, ai-je dit. Julie, s'il te plaît. Grégoire va me tuer. Nous n'avons pas 30 000 € qui traînent. Alors peut-être que l'école publique est plus adaptée, ai-je suggéré. Les écoles publiques de ton quartier sont très bonnes. Je suis allé à l'école publique. Tu es allé à l'école publique. On a bien tourné. L'école publique? Elle a étouffé les mots comme s'ils étaient du poison. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école publique. Tous leurs amis sont ici. Ça détruirait leur statut social. Ce n'est pas mon problème, Amélie, ai-je dit. Je le dis à maman, a-t-elle menacé. Je vais lui dire que tu es abusive. Dis-lui, ai-je dit. Mais avant que tu partes, il y a une autre chose que tu devrais savoir. Quoi, a-t-elle claqué. Les frais de scolarité ne sont pas la seule chose que j'ai annulée. J'ai entendu son souffle se couper. Qu'est-ce que tu veux dire? Le virement mensuel, ai-je dit. Les 5 000 €, c'est fini aussi. Et l'adhésion au country club. J'ai retiré ma carte ce matin. J'ai entendu un bruit qui ressemblait à un téléphone qui tombe ou peut-être un sac à main heurtant le sol. Tu ne peux pas, a-t-elle gémi. Julie, tu ne peux pas faire ça. C'est notre argent pour les courses. C'est les paiements de la voiture. C'est tout. Toi et Grégoire êtes tous les deux adultes, ai-je dit. Grégoire a un travail. Tu peux trouver un travail. Tu as des options, mais mon compte bancaire est fermé. Tu nous détruis. Elle a hurlé. Tu es une ordure jalouse et vindicative. Je te déteste. Tu m'entends? Je te déteste. Je t'ai entendu haut et fort au barbecue, ai-je dit. Au revoir, Amélie. J'ai raccroché le téléphone. Ma main tremblait légèrement, mais pas de peur. C'était dû à la libération d'adrénaline. C'était fait. J'avais enfin dit les mots. Je suis restée assise là dans le silence de mon bureau. Je m'attendais à me sentir coupable. J'avais été entraîné depuis l'enfance à me sentir coupable chaque fois qu'Amélie était contrariée. J'ai attendu que la vague de honte me frappe, mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai pensé à Alexandre. J'ai pensé à lui pleurant dans la chambre d'amis sombre. J'ai pensé à lui demandant s'il était un fardeau. Et puis j'ai pensé à Amélie hurlant à propos de son statut social tout en mendiant mon argent.
Je me suis retourné vers mon ordinateur. J'ai ouvert mon email professionnel. J'ai commencé à taper une réponse à un client. Pour la première fois depuis des années, mon esprit était clair. Je ne m'inquiétais pas des factures d'Amélie. Je ne m'inquiétais pas de maintenir la paix. J'étais libre, mais je savais que le silence ne durerait pas. Amélie avait raison sur une chose. Elle allait appeler maman, et maman serait la prochaine vague. Il a fallu exactement 45 minutes à ma mère pour arriver. J'ai vu sa voiture entrer dans mon allée. Elle ne s'est pas garée soigneusement. Elle s'est garée de travers, à moitié sur l'herbe. Elle a claqué la portière de la voiture. Je l'ai observée depuis la fenêtre de la cuisine. Elle marchait vite, son sac à main se balançant agressivement. Ma mère était une femme qui détestait les conflits, mais elle détestait le désordre encore plus, et je venais de créer un énorme désordre. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je l'ai ouverte avant qu'elle ne puisse frapper. « Entre, maman » ai-je dit. Elle est passée en trompe devant moi dans la cuisine sans dire un mot. Elle a claqué son sac à main sur le comptoir. Son visage était rouge. « Arrange ça » a-t-elle dit. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste pointé un doigt vers moi. « Arrange ça tout de suite, Julie. »« Tu veux du café » ai-je demandé. « Je ne veux pas de café. » a-t-elle crié. « Je veux que tu prennes le téléphone et que tu appelles Saint-Augustin. » Amélie m'a appelé en hystérie. Elle est sur le parking de l'école en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Ils ne laissent pas les enfants entrer dans leur classe. As-tu une idée à quel point c'est humiliant pour toute la famille? Ça a l'air très stressant pour elle, ai-je dit calmement. Je me suis appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Stressant. C'est cruel. Qu'est-ce qui t'a pris? Elle me regardait comme si j'étais une étrangère. Tu as toujours été la raisonnable. Tu as toujours été la généreuse. Pourquoi attaques-tu ta sœur comme ça? Je ne l'attaque pas, ai-je dit. J'arrête juste les paiements. Il y a une différence. C'est la même chose, a argumenté maman. Tu sais qu'il compte sur cet argent. Tu sais que le travail de Grégoire est instable. Tu les as programmés pour l'échec en leur tirant le tapis sous les pieds comme ça. Je n'ai pas tiré le tapis, ai-je dit. J'ai porté le tapis pendant 5 ans. J'ai porté les meubles. J'ai porté la maison. Et je suis fatigué, maman. C'est à propos du barbecue, n'est-ce pas? Maman a plissé les yeux. Amélie m'a dit que tu étais contrarié. Écoute, je sais qu'elle peut être brusque. Elle a la langue acérée. Mais c'est juste Amélie. Tu sais qu'elle ne le pense pas, elle le pense, ai-je dit. Non, a-t-elle dit. Elle aime Alexandre. Elle s'inquiète juste pour lui. Elle essayait de te donner des conseils réalistes. Des conseils réalistes? J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. Appeler mon fils une condamnation à perpétuité est un conseil? Se moquer de lui devant des étrangers, c'est de l'amour? Elle ne voulait pas dire ça comme ça, a rejeté maman en agitant la main. Tu réagis de manière excessive. Tu punis 3 enfants innocents, Corentin, Sarah et Bastien, parce que tes sentiments ont été blessés. C'est égoïste, Julie. C'est incroyablement égoïste. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé la femme qui m'a élevé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Elle ne s'inquiétait pas vraiment de l'éducation des enfants. Elle s'inquiétait que l'illusion de notre famille parfaite ne vole en éclats. Elle s'inquiétait que si j'arrêtais de payer, la vie d'Amélie s'effondrerait et qu'ensuite elle devrait gérer le désordre. Elle voulait que je sois le tampon. Elle voulait que je sois le portefeuille et le punching ball pour qu'elle puisse avoir la paix. Est-ce qu'Amélie t'a dit ce qu'elle a dit à Alexandre, ai-je demandé doucement. Je t'ai dit qu'elle a dit qu'elle était désolée. Non, ai-je dit. Je te pose une question précise. T'a-t-elle dit exactement ce qu'elle lui a dit? Maman a hésité. Elle a dit. Elle a fait un commentaire sur son avenir. Elle a regardé mon fils de 15 ans, ai-je dit, ma voix stable mais dure comme l'acier. Et elle lui a dit qu'il était limité. Elle a ri de lui. Elle l'a traité de fardeau. Et quand il s'est levé pour partir cacher ses larmes, elle a levé les yeux au ciel et l'a traité de faible. J'ai fait un pas vers ma mère. Et tu es restée assise là, maman.
Tu as pris une gorgée de ton thé glacé et tu as regardé la clôture. Tu l'as laissé faire. La pièce est devenue silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait. Un oiseau gazouillait dehors. Le visage de ma mère a pâli. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Elle savait que c'était vrai. J'ai passé ma vie entière à essayer d'acheter ma place dans cette famille, ai-je continué. Je pensais que si je payais pour l'école et le club et la maison, peut-être que vous me respecteriez, ou au moins vous respecteriez mon fils, mais ça n'a pas marché. Vous avez pris l'argent et vous nous avez quand même traités comme si nous étions cassés. Julie. La voix de maman était plus douce maintenant, vacillante. J'ai fini de payer pour des gens qui blessent mon enfant, ai-je dit. C'est aussi simple que ça. Si Amélie veut une adhésion au country club, elle peut la payer. Si elle veut une école privée, elle peut prendre un deuxième travail. Mais je ne travaille pas 18 heures par jour pour financer une femme qui maltraite mon fils. Maman s'est affaissée contre le comptoir. Elle a semblé vieille tout d'un coup. La colère l'avait quittée, remplacée par une anxiété frénétique. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, a-t-elle chuchoté. Ils ne peuvent pas se permettre cette vie, Julie. Ils vont tout perdre. Alors ils vivaient un mensonge, ai-je dit. Et il est temps pour eux de se réveiller. Grégoire va la quitter, a dit maman, sa voix tremblante. Si l'argent s'arrête, si l'image se fissure, il ne restera pas. Tu sais comment il est. S'il la quitte parce que l'argent s'épuise, alors il ne l'a jamais aimée de toute façon, ai-je dit. Et ce n'est pas ma faute non plus. Maman m'a regardé longuement. Elle cherchait la fille qu'elle pouvait bousculer. La fille qui céderait si elle soupirait assez fort, mais cette fille n'était pas là. Tu ne vas vraiment pas arranger ça, a-t-elle dit, réalisant cela pour la première fois. Non, ai-je dit. Je suis en train d'arranger ça. C'est ça, arranger les choses. Maman a ramassé son sac à main. Elle bougeait lentement. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait l'air vaincue. J'espère que tu sais ce que tu fais, a-t-elle dit en marchant vers la porte. Tu es en train de briser la famille. La famille était déjà brisée, ai-je dit. J'ai juste arrêté de peindre par-dessus les fissures. Elle est partie. J'ai verrouillé la porte derrière elle. Je suis retourné à la cuisine et j'ai versé le café froid dans l'évier. J'ai lavé la tasse. Je l'ai séché. Je l'ai rangé dans le placard. J'ai ressenti un profond sentiment de solitude, mais ce n'était pas une mauvaise solitude. C'était la solitude d'une ardoise vierge. J'avais tenu bon. J'avais protégé mon fils. Et pour la première fois de ma vie, je respectais la femme que je voyais dans le miroir. Les 2 semaines suivantes furent un flou de chaos pour tout le monde sauf moi. Je suis resté à ma place. Je me suis concentré sur mon travail. Je me suis concentré sur Alexandre. Nous sommes allés au cinéma. Nous avons cuisiné le dîner ensemble. Nous avons travaillé sur son projet de codage. Notre maison était paisible. Mais en dehors de nos murs, la tempête faisait rage. J'en ai entendu parler par la rumeur et par les quelques SMS affolés que je recevais de mon père qui essayait de faire la médiation mais échouait. Les conséquences ont frappé Amélie et Grégoire comme un train de marchandises. D'abord, ce fut l'école. Saint-Augustin ne jouait pas. Quand les frais de scolarité n'ont pas été payés le mercredi, les enfants ont été administrativement retirés. Amélie a essayé de faire une scène. A essayé de blâmer une erreur bancaire, mais l'école avait mon email. Il savait que l'argent ne viendrait pas. Le jeudi, j'ai vu le SUV d'Amélie sur le parking du collège public local. Elle portait des lunettes de soleil et un chapeau essayant de se cacher. Elle devait les inscrire. Elle n'avait pas le choix. Les rumeurs ont commencé à voler autour de la ville. Dans notre petite communauté de banlieue, les nouvelles vont vite. Les gens chuchotaient, pourquoi les enfants Miller ont-ils changé d'école en milieu de semaine? Grégoire a-t-il perdu son travail? Sont-ils ruinés? Amélie, qui avait passé des années à cultiver une image de perfection, était soudainement le sujet de pitié et de spéculation. Puis sont venues les factures. Sans mon dépôt mensuel de 5 000 €, leur compte bancaire est passé dans le rouge presque immédiatement. Leur paiement hypothécaire a été rejeté. Les paiements de location de voiture étaient en retard.
J'ai appris plus tard que Grégoire avait essayé de garder l'adhésion au country club. Il y est allé le samedi pour jouer au golf, essayant de faire semblant que tout était normal. Mais quand il a essayé de commander des boissons au bar, le barman lui a calmement dit que son compte était suspendu pour non-paiement et absence de carte de crédit valide. Grégoire a dû retourner au clubhouse devant ses copains de golf, ranger son sac et partir. L'humiliation a dû être écrasante. Je les ai croisés une fois environ 10 jours après le barbecue. C'était à l'épicerie. J'étais au rayon fruits et légumes en train de choisir des pommes. J'ai tourné au coin et j'ai vu Amélie. Elle avait l'air différente. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement bruchés. Elle portait un pantalon de yoga et un sweatshirt. Pas ses habituels vêtements de créateur décontracté chic. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait des cernes sous les yeux. Elle m'a vu. Elle s'est figée. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas caché. Je lui ai juste fait un signe de tête. Bonjour, Amélie. Elle a regardé mon chariot. Elle m'a regardé une seconde. J'ai cru qu'elle allait crier. J'ai cru qu'elle allait me jeter un pot de sauce pour pâtes, mais elle ne l'a pas fait. Ses épaules se sont affaissées. Elle a regardé les céréales de marque générique dans son propre chariot. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit doucement. Sa voix sonnait creuse. Je l'ai fait, ai-je dit. Grégoire dort dans la chambre d'amis, a-t-elle dit. C'était un aveu qu'elle ne voulait clairement pas faire, mais ne pouvait pas retenir. Il m'a blâmé. Il a dit que j'aurais dû être plus gentil avec toi. Il a raison, ai-je dit simplement. Elle a tressailli. On a vendu le gros SUV hier. On n'a plus qu'une voiture. Je suis désolé que ce soit dur, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne prenais pas plaisir à sa souffrance. Je refusais juste de l'empêcher plus longtemps. Mais vous trouverez une solution. Tu es intelligente. Intelligente? Elle a ri amèrement. Je ne me sens pas intelligente. Je me sens comme une idiote. Eh bien, ai-je dit, c'est un début. J'ai poussé mon chariot devant elle. Je n'ai pas proposé de payer ses courses. Je n'ai pas proposé d'arranger ça. J'ai juste continué à marcher. Pendant ce temps, dans ma maison, quelque chose de beau se produisait. Alexandre s'épanouissait. Sans la pression de la famille qui le jugeait, sans la peur du prochain barbecue ou dîner de fête où on se moquerait de lui, il s'ouvrait. Il s'était inscrit à un concours régional de codage pour adolescents. Il travaillait sur un programme utilisant l'IA pour aider à organiser les notes de cours pour les enfants atteints de TDAH. C'était brillant. Le soir du concours, j'étais assise dans l'auditorium de l'université locale. J'ai regardé mon fils monter sur scène. Il portait une chemise boutonnée que j'avais repassée pour lui. Il avait l'air nerveux, mais il se tenait droit. Il a pris le micro. Il n'a pas bégayé. Il a expliqué son code. Il a démontré l'interface. Il a répondu aux questions des juges. Il était articulé. Il était drôle. Il était confiant. C'était le garçon que ma sœur qualifiait de limité. C'était le garçon dont elle disait qu'il aurait toujours besoin d'aide. Il n'avait pas besoin d'aide. Il avait juste besoin d'être vu. Quand ils ont annoncé les gagnants, Alexandre a pris la première place dans sa catégorie. La foule a applaudi. Je me suis levé et j'ai applaudi jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Je pleurais, mais c'était des larmes de joie. Nous sommes allés manger une pizza après. Alexandre tenait son trophée sur ses genoux dans la banquette. Maman, a-t-il dit en prenant une bouchée de pizza au pepperoni. Penses-tu que tante Amélie est au courant de ça? Je ne sais pas, ai-je dit. J'aimerais qu'elle le sache, a-t-il dit. Pas pour être méchant, mais juste pour qu'elle sache que je ne suis pas stupide. Elle sait que tu n'es pas stupide, Alexandre, ai-je dit. Elle essayait juste de se sentir grande en te faisant te sentir petit. C'est ce que font les harceleurs. Je me sens grand maintenant, a-t-il dit en souriant. Tu es grand, ai-je dit. Tu es immense. 2 semaines et 2 jours après le barbecue, par un mardi soir pluvieux, ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. C'était Amélie. Elle se tenait sous le porche tenant un parapluie bon marché qui était retourné par le vent.
Elle était trempée. J'ai ouvert la porte. Je peux entrer, a-t-elle demandé. Sa voix était calme. Il n'y avait pas d'arrogance, pas d'exigence, juste une demande. J'ai reculé. Bien sûr. Elle est entrée dans l'entrée. Elle goûtait sur le parquet. Elle a regardé autour de ma maison comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Ma maison était petite, mais elle était chaleureuse. Elle sentait les bougies à la vanille et le dîner. Elle ressemblait à un foyer. Je peux te chercher une serviette, ai-je dit. Non, a-t-elle dit. Ça va. J'avais besoin de te parler. Nous sommes allés dans la cuisine. Je me suis assise à la table. Elle s'est assise en face de moi. Elle n'a pas demandé de café. Elle a juste joint ses mains sur la table. Ses ongles, habituellement parfaitement manucurés, étaient écaillés. On a mis la maison en vente aujourd'hui, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. J'ai entendu dire. On ne peut pas payer l'hypothèque, a-t-elle dit. On va louer une maison de ville dans un quartier plus modeste. C'est plus petit. Beaucoup plus petit. C'est un quartier sympa, ai-je dit. Ouais. Elle a expiré. Elle a regardé ses mains. Grégoire reste. Pour l'instant. On a eu une longue discussion. Une très longue discussion. Sans l'argent, sans les distractions. On a dû vraiment se parler. C'était moche, mais c'était réel. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient cernés de rouge. Je voulais te détester, Julie. La première semaine, j'ai juste marché en maudissant ton nom. J'ai dit à tout le monde que tu étais un monstre. Je sais, ai-je dit. Mais ensuite. Elle s'est tue, avalant difficilement. Ensuite j'ai regardé mes enfants. Corentin est rentré de l'école publique hier. Il pleurait parce qu'il n'avait pas les bonnes chaussures. Il a dit que les autres enfants se moquaient de lui. Elle a essuyé une larme de sa joue. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé parler. C'était la première fois de sa vie qu'elle faisait le travail émotionnel. J'étais jalouse de toi, a-t-elle dit. Les mots sont sortis d'un coup, comme si elle devait les vomir. Jalouse, ai-je demandé, sincèrement surprise. Amélie, tu avais tout. Tu étais l'enfant chéri. J'avais l'attention, a-t-elle corrigé. Mais tu avais l'indépendance. Tu avais la carrière. Tu as construit quelque chose. Moi j'ai juste fait un bon mariage et dépensé de l'argent. Je n'ai jamais rien fait par moi-même. Je me sentais si inutile à côté de toi. Alors, j'ai essayé de me sentir mieux en prétendant que j'étais au-dessus de toi. En prétendant que mes enfants étaient meilleurs que les tiens. Elle m'a regardé dans les yeux. J'ai ciblé Alexandre parce qu'il était une cible facile et ça me rend malade. Je me regarde maintenant et je vois une harceleuse. Une femme adulte harcelant un enfant. Elle a commencé à pleurer, pas les jolis pleurs faux qu'elle faisait pour obtenir ce qu'elle voulait de papa. C'étaient des sanglots laids et profonds. Je suis tellement désolé, Julie. Je suis tellement désolé. Je ne veux pas récupérer l'argent. Je ne m'attends pas à ce que tu arranges quoi que ce soit. Je voulais juste. J'avais besoin que tu saches que je sais que j'avais tort. Je l'ai regardé pleurer. J'ai senti un adoucissement dans ma poitrine. Ce n'était pas un pardon total. Cela prendrait du temps, mais c'était le début de la paix. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit. Juste à ce moment-là, Alexandre est entré dans la cuisine. Il tenait son trophée du concours. Il s'est arrêté quand il a vu Amélie pleurer. Il m'a regardé, incertain. C'est bon, Alexandre, ai-je dit. Tante Amélie est juste en visite. Amélie a essuyé son visage frénétiquement essayant de se composer. Elle s'est tournée pour regarder Alexandre. Elle a vu le trophée. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, sa voix épaisse. Alexandre a hésité. Il a tenu le trophée un peu plus fort. J'ai gagné un concours de codage, première place. Amélie a regardé le trophée. Puis elle a regardé Alexandre, l'a vraiment regardé. Tu as gagné, a-t-elle demandé. Ouais, a dit Alexandre. J'ai construit une appli d'aide aux devoirs.
Amélie a hoché la tête lentement. C'est incroyable, Alexandre. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Je le fais depuis longtemps, a dit Alexandre. Je sais, a chuchoté Amélie. Je ne regardais pas. Je suis désolé de ne pas avoir regardé. Elle s'est levée. Elle l'a regardé avec une expression étrange. Du respect. Félicitations, a-t-elle dit. Tu dois être très intelligent. Je le suis, a dit Alexandre. Amélie a laissé échapper un rire mouillé et tremblant. Ouais, tu le es. Elle s'est retournée vers moi. Je devrais y aller. Je dois faire des cartons. D'accord, ai-je dit. Je l'ai raccompagnée à la porte. La pluie tombait encore. Julie, a-t-elle dit en se retournant sur le porche. Ouais. Peut-être quand on sera installé dans le nouvel endroit, peut-être qu'on pourrait réessayer. Juste un dîner, une pizza, rien de chic. J'ai regardé ma sœur. Elle était dépouillée de son luxe, de sa prétention et de sa fierté. Elle ressemblait plus à ma sœur maintenant qu'elle ne l'avait fait en 20 ans. Peut-être, ai-je dit. Laisse passer un peu de temps, mais peut-être. Elle a hoché la tête. Elle a ouvert son parapluie cassé et est sortie sous la pluie. 6 mois ont passé depuis le barbecue. La vie est très différente maintenant. Le silence aux réunions de famille a disparu, mais l'attention aussi. Nous avons fêté Noël chez moi cette année. C'était la première fois que je recevais. D'habitude, c'était chez maman et papa ou dans la grande maison d'Amélie, mais Amélie vit dans une maison de ville maintenant, et maman et papa vieillissent, alors j'ai proposé. La dynamique a changé. Je ne suis plus le personnage calme en arrière-plan. Je suis en bout de table. Amélie et Grégoire sont venus. Ils ont apporté une tarte achetée en magasin parce qu'ils n'avaient pas le temps de cuisiner. Grégoire conduit une Honda d'occasion. Amélie travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elle déteste ça, mais elle le fait. Elle est fatiguée, mais elle semble plus ancrée. Ils n'ont pas parlé de country club ou de vacances. Ils ont parlé de travail. Ils ont parlé des notes des enfants. Quand nous nous sommes assis pour manger, il y a eu un moment de gêne. Tout le monde se souvenait de la dernière fois que nous étions tous autour d'une table. Puis Alexandre a pris la parole. « Je peux faire le bénédicité » a-t-il dit. Tout le monde l'a regardé. Par le passé, Amélie aurait levé les yeux au ciel ou interrompu. Aujourd'hui, elle a juste croisé les mains et baissé la tête. « Merci pour cette nourriture » a dit Alexandre clairement. « Merci pour ma maman et merci que nous soyons tous ici ensemble. »« Amen » a dit tout le monde. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon. Alexandre a sorti son ordinateur portable. Il voulait montrer à tout le monde son dernier projet. Il construisait un site web pour un refuge animalier local. Il l'a branché à la télé. « Regardez » a-t-il dit en pointant l'écran. Si vous cliquez ici, ça montre les chiens qui ont besoin d'être adoptés. Mon père a mis ses lunettes. C'est incroyable, fiston. Tu as fait ça tout seul? J'ai souri, sirotant mon vin. Amélie était assise par terre. Elle s'est penchée en avant. Comment tu fais bouger les images comme ça, a-t-elle demandé. C'était une question sincère. Le visage d'Alexandre s'est illuminé. Il a commencé à expliquer le code en utilisant des mots comme Java et CSS. Amélie ne comprenait pas la moitié, mais elle écoutait. Elle hochait la tête. Elle posait des questions de suivi. Je les ai observées. J'ai regardé ma sœur traiter mon fils comme un être humain, comme un égal. J'ai réalisé alors que l'argent que j'avais arrêté de leur donner n'avait jamais été l'aide dont ils avaient besoin. La vraie aide a été de les laisser tomber. En retirant le filet de sécurité, je les ai forcés à se tenir sur leurs propres pieds. Et en se tenant sur leurs propres pieds, ils ont appris à regarder les gens dans les yeux au lieu de les regarder de haut. La route n'est pas parfaite. Nous avons encore des moments. Maman soupire encore sur la petite taille de la nouvelle maison d'Amélie. Amélie a encore des jours où elle est amère à propos de son statut perdu, mais l'abus a disparu. Le manque de respect a disparu. J'ai regardé autour de mon salon. J'ai vu ma famille. Imparfaite, désordonnée, mais enfin réelle.
J'ai regardé Alexandre expliquant son code avec ses mains s'agitant dans l'air, ses yeux brillants de joie. Il n'était plus une victime. Il était la personne la plus intelligente de la pièce. Et je n'étais pas une victime non plus. J'étais Julie. J'étais une mère. J'étais un soutien de famille et pour la première fois, j'étais l'auteur de ma propre histoire. J'ai pris une profonde inspiration, savourant la paix. Cela m'avait coûté beaucoup d'argent au fil des ans pour apprendre cette leçon, mais le remboursement, le respect de soi que j'ai récupéré, valait chaque centime.